Ah, merci beaucoup, Monsieur Maïfo, pour votre présentation. Donc, j'invite les intervenants à une table ronde pour pouvoir un peu discuter de tous ces éléments qui ont été présentés aujourd'hui autour du leadership en contexte extrême. Donc, vous pouvez vous installer. Peut-être les petits casques audio vont vous aider pour l'interaction tout à l'heure avec le professeur Shonana et peut-être aussi à nos collègues américains qui sont avec nous aujourd'hui. Donc peut-être pour proposer peut-être un séquencement de cette table ronde, je vais peut-être commencer par vous demander si c'est possible pour chacun d'entre vous de réagir. J'ai bien sûr quelques questions et quelques remarques. Ah, il y avait un petit problème de micro, on dirait. J'ai quelques questions et remarques que j'ai pu noter moi-même à la suite de vos différentes présentations. Donc des remarques peut-être plus qui ouvriront à des discussions et d'autres questions, voilà, toujours qui peut-être trouveront des réponses auprès de vous. Mais avant, je voudrais, et par la suite, j'ouvrirai aussi la discussion avec l'audience après cette petite discussion entre nous. Mais en amont, ce que je voudrais vous demander, si c'est possible, de réagir peut-être aux différentes présentations de cet après-midi. Qu'est-ce que, par exemple, la présentation du professeur Rana a pu susciter chez vous comme réaction et inversement? Comment le professeur Rana aussi a... Qu'est-ce que ces expériences très opérationnelles, très terrain, empiriques, ont pu... quelle réaction? Voilà. La première des réactions, c'est l'humilité face à une telle connaissance et une telle expérience. Néanmoins, on se rend compte que malgré la conceptualisation, finalement, dans notre quotidien, eh ben, on retrouve des choses qui sont importantes par rapport à ce matin et par rapport à ce qu'a pu dire le professeur Anna. Ce que j'ai noté, alors là, c'est vrai que l'anticipation, tout ça on connaît, l'anticipation, la formation, la préparation chez les pompiers on connaît bien, le in situ on le connaît pas mal aussi puisqu'on est bien organisé, c'est structuré, c'est hiérarchique. Donc il y a un chef, on n'en a pas 50, sur opération il y a un COS, commandant des opérations de secours, donc tout le monde est à son poste et chacun sait ce qu'il doit faire. Effectivement, il vaut mieux que le chef soit bon, c'est mieux. Mais du coup, c'est finalement, on a des repères dans lesquels on peut se retrouver. Ce qui est important, effectivement, ce que j'ai beaucoup apprécié, ça m'a interpellé, c'est la restauration. Et je vous ai dit qu'on avait plus de 190 000 volontaires. Ces 190 000 volontaires ont des profils totalement différents. Ils sont cheminots, ouvriers, ingénieurs, etc. Et dans la restauration, autant pour eux-mêmes que pour les victimes que l'on prend en charge, on a peut-être des progrès à faire et des formulations, une approche humaine avec peut-être des mots à dire et à ne pas dire qui peuvent être essentiels autant pour la pérennité de l'engagement que peut avoir le volontaire que pour la victime. Dans ce que j'ai noté aussi dans ce matin et cet après-midi, on a parlé d'adaptation. Moi, j'irais même plus loin, je dirais de l'agilité. Et en fait, dans ce que vous avez exposé, il y a aussi de l'agilité. Je vous ai parlé, moi, des tensions d'approvisionnement qui étaient en lien. Enfin, la demande, elle a explosé sur les masques chirurgicaux, sur les gants d'examen simultanément dans le monde entier. Moi, je vous ai dit, j'en faisais à peu près 7000 par an et je suis passée de 7000 par an à 11 000 par jour au plus fort de la crise. Donc, ça exige quand même beaucoup d'agilité et de réorganisation. Donc, il faut une grande agilité au-delà même de l'adaptation. Et enfin, un leadership, c'est prendre ses responsabilités, prendre le commandement, c'est aussi assumer ses responsabilités. Et je pense que la confiance que peuvent avoir nos hommes, quand je dis nos hommes, c'est nos hommes et nos femmes, hein, bien sûr, je pense que la confiance, elle se résume pas, mais elle passe aussi par notre capacité à assumer. Et pour moi, un bon chef, ça assume. Je vais faire attention à mon langage parce que de temps en temps je peux être un peu familière, mais quand il y a une boulette ou quand il y a un truc qui marche pas bien, quand on prend une décision, parce que parfois on est amené à prendre une décision, que ce soit dans de la gestion de crise organisationnelle
Ça ne veut pas dire être électron libre. Quand c'est sur le terrain, eh ben derrière, il faut assumer ses responsabilités, y compris pour son équipe. De temps en temps, de temps en temps, après, il faut aller voir le chef s'il y a eu quelque chose qui ne marchait pas. Et un bon chef, il doit assumer. Peut-être que dans certaines situations, effectivement, les bons chefs, plutôt les chefs, ne vont pas jusqu'à assumer leurs responsabilités. Je pense que sans doute, dans les corps constitués, on assume les décisions qu'on prend. Je suppose que le professeur Anna pourra dire la même chose. Mais quelque part, c'est important parce qu'on n'en a pas parlé. Assumer ses responsabilités. Je pense que le regard de nos équipes est très important et ils savent quand ils ont affaire à un chef qui est capable d'assumer ce qu'il fait jusqu'au bout. Non, c'est vrai que tout à l'heure, ce matin notamment, on a évoqué le fait que quand il y a une crise, tout le monde se tourne vers le chef. Et c'est exactement ce qui se passe. Même pendant le Covid, on essaie de trouver toujours, d'identifier quelqu'un, effectivement, la personne compétente et qui est le lien en fait entre toutes les cellules de crise aussi et toutes les décisions au-dessus. Et ce retour d'information est vraiment nécessaire et les équipes en général veulent ce retour d'information et ça c'est clair et net qu'il faut le porter. Quelque chose qui m'a fait écho en fait dans l'intervention du professeur Anna, effectivement, c'était l'adaptabilité, effectivement, et surtout l'adaptabilité précoce. Dans le milieu militaire, on a tendance à, effectivement, dès qu'il y a un événement, on a beaucoup de procédures qui font qu'on répond effectivement à l'événement parce qu'on sait ce qu'il faut faire. Et le milieu militaire, effectivement, a cet avantage-là, c'est qu'on n'a pas trop à réfléchir au moment où ça se passe. Alors évidemment, là, la crise Covid est un événement un peu historique, en tout cas actuel pour nous. Et donc, il a fallu réagir rapidement dans une maladie qu'on ne connaissait pas. Et donc, toujours se réadapter et donc de faire de cet événement, donc chaque petite évolution en fait de la maladie, toujours se réadapter en fait aux choses et donc prendre de nouvelles décisions qui sont parfois contradictoires avec celles qui avaient été prises au début, mais en tout cas, l'évolution est entendue et comprise de tous. Et donc, on s'adapte et on arrive à bien fonctionner comme ça, encore une fois, pour ma part, dans la qualité de soins qu'on peut prodiguer aux patients. Peut-être un petit mot du professeur Anna sur ces différentes interventions. Il est encore avec nous, le professeur Anna ? Ah bon ? Oui, ma question portait justement sur sur l'intérêt pour vous après à transmettre justement les connaissances et les compétences que vous avez pu développer dans ces situations de crise. Est-ce qu'il y a un moyen pour vous de les transmettre ? Vous parliez peut-être d'une formation qui avait été mise en place pour avoir plus d'infirmiers prêts à réagir lors de ces activités. Est-ce que vous avez des guides de bonne pratique ou des choses comme ça que vous pouvez transmettre par la suite et faire bénéficier vos successeurs ou les gens avec qui vous allez être amenés à travailler ultérieurement de votre expérience et des capacités que vous avez pu développer, des petites choses que vous avez pu voir sur le terrain et apprendre qui pourraient être un plus pour les autres, justement? L'idée de cette formation, effectivement, c'est de transmettre les connaissances, alors pas forcément sur la crise Covid en elle-même, mais effectivement pour les connaissances de prise en charge, en tout cas globale, du patient en réanimation. Ce sont des outils qu'on va réutiliser, qu'on va peaufiner et améliorer aussi pour notamment l'accompagnement des étudiants qui arrivent chez nous. En fait, on va intégrer ça, des nouveaux collègues en fait qui arrivent dans le service. Ils vont devoir passer par cette formation-là de désacralisation de la réanimation pour après développer leurs compétences plus théoriques et plus ciblées. Ce projet de formation également va être fait l'objet d'une procédure actuellement pour être intégré au DPC également, en fait, au développement professionnel continu. Donc en fait, cette formation en elle-même va être un support de toute façon de reprise de connaissances. Pour la crise en elle-même, ça va être toujours le compagnonnage, le retour d'expérience. Il y a des retours d'expérience qui se font régulièrement et du coup, comment on a réagi, ce qui a été, ce qui n'a pas été et comment on peut s'améliorer.
Aujourd'hui, on est sur la polyvalence un peu des paramédicaux, c'est-à-dire qu'en fait, on va plus aller dans de la spécialisation directe d'un infirmier ou d'un aide-soignant dans un service, mais il va pouvoir un peu tourner sur plusieurs services. Alors, pour le pôle un peu urgence réanimation, ils vont faire les 2 services pour pouvoir être adaptés aux 2 services. Sur un pôle médical, de faire toutes les spécialités médicales. Donc voilà, c'est vraiment le développement aussi de cette spécialité qui est la polyvalence en fin de compte. Et donc voilà, donc il y aura plein de choses, je pense, en évolution et plein d'idées qui vont émerger de ça. Peut-être dans la continuité de cette question-là, justement, de la formation que vous avez pu mener, en tout cas créer, parce que du coup on voit que la crise Covid-19 a quand même abouti d'une certaine manière à un apprentissage post-crise qui vous a permis de développer de nouvelles pratiques dans ce plan de formation, qui peut être très intéressant effectivement quand on prend compte du nombre de volontaires et des réservistes dans les différents corps, donc de pouvoir les faire monter en compétences très rapidement. Donc c'est très intéressant et ça relève aussi de cette question du slack organisationnel qu'on va créer, une sorte de redondance, un moyen d'assurer une certaine redondance rapide en situation de crise. Et en fait, peut-être la question plus ouverte que je voulais poser par rapport à ça, c'est que ça relève aussi de la question de la constitution rapide de nouvelles équipes en situation de crise. Or, comme on a pu souligner dans différentes phases de cette journée, c'est que un des facteurs qui permettent à une équipe d'être résiliente, c'est le capital social qu'elle construit. C'est la confiance construite entre les acteurs qui sont les membres de cette équipe. Donc, dans le cas d'une constitution d'une équipe rapide, effectivement, le plan de formation permet au moins d'assurer une formation technique, si j'ai bien compris, mais comment finalement relever ce défi de la construction même de relations sociales, d'un capital social, qui va assurer peut-être une meilleure capacité de résilience de l'équipe. C'est une question très ouverte. Moi, je pourrais dire qu'on est favorisé dans nos milieux, que ce soit les milis ou nous. L'esprit de corps, je ne parle pas du corps d'une femme, là. L'esprit de corps, favorise ce capital social. Parce que nous avons la même vocation, les mêmes valeurs, le même engagement, la même abnégation, donc des valeurs communes qui nous portent. Et en plus, on a l'habitude de travailler ensemble, quand bien même on n'est pas tous les jours ensemble. La crise Covid a été totalement inédite pour ça. Qu'elle a nécessité la plus grande agilité, c'est pour ça que j'ai relevé le terme tout à l'heure, et donc très rapidement, constitution de cellules de crise, réflexion de tous les acteurs de façon transversale, on s'est pas posé de questions sur la complémentarité, la synergie des équipes. Donc le médecin, le pharmacien, qui d'habitude s'occupait des visites médicales d'aptitude et la pharmacienne des médicaments dans ses rayons, là directement c'était comité de direction avec les décideurs, le groupement opération prévision, les logisticiens, on était tous ensemble à faire une réflexion dans tous les sens. Là, il y avait plus de préjugés sur qui on était, que ça soit en genre, que ça soit en compétences. Pour les services de santé, quels qu'ils soient, ça a été, la crise Covid a permis une véritable reconnaissance de notre plus-value dans nos corps. Et je pense que ce capital social, aujourd'hui, je vois bien tous mes collègues képinoirs, c'est donc les hors services de santé. Là, hier soir, il m'a envoyé un mail. Est-ce que tu peux nous faire une fiche sur la variole du singe? Là, ils ont entendu ça à la télé. Vite, ils se tournent vers le pharmacien. Donc, cette agilité, cette mobilité, cette mobilisation là, on l'a acquise. Cette crise nous a permis de comprendre. Alors, l'anticipation, on l'avait, mais l'agilité et l'absence de préjugés qui permet de réunir les compétences, l'expertise, la ressource autour d'une même table pour envisager tout. Et alors, je sais pas trop comment c'est en dehors de nos structures, mais je pense que les corps constitués ont cette capacité-là peut-être plus facile. Si, je suis assez d'accord. Et puis dans le sens où on était tous effectivement dans la même galère, j'ai envie de dire. Et donc en fait, il y avait plus les fiertés en fait de chaque corps qui justement pouvait avoir. Ça a complètement déstructuré l'hôpital. Le bloc opératoire qui est plutôt un milieu très très fermé. Hein. On voit jamais les infirmiers anesthésistes, les infirmiers de bloc opératoire, tout ça. Là, on les a vus.
Et c'est pas parce qu'ils sont infirmiers anesthésistes et qu'ils savent toucher un respirateur, qu'ils savent prendre en charge un patient de réanimation. Donc ils ont eu, tout le monde a eu cette intelligence en fait de travailler ensemble et de se mettre en fait en position d'apprenant et voilà et de formateur. Et du coup c'est ça aussi qui a permis effectivement l'ouverture aussi à l'hôpital et donc dans d'autres relations aussi et de comprendre aussi le métier de chacun, je pense aussi. C'était assez intéressant et les discussions qu'il y avait des fois dans les couloirs à 4 heures du mat, en fait, d'apprendre le métier de ce que fait en fait l'IAD vraiment dans son bloc ou ce que fait un infirmier en prise en charge dans un service de médecine. C'est très enrichissant. Alors, merci beaucoup. Je ne sais pas si je continue ou peut-être des questions de la salle. Oui. En fait, je me suis demandé si c'était pas... c'est encore un mot-clé qui vient de pumper. C'est celui de routine. Bon, il se trouve que moi, mon hobby, mon sujet de recherche depuis plusieurs années, c'est le changement et les transformations organisationnelles. Et là, depuis tout à l'heure, je vous écoute. Et en fait, c'est plus le monde il est incertain, etc., plus en fait ce que vous mettez en place, vous arrêtez pas de parler d'agilité, et moi j'arrête pas d'entendre routine. Je sais pas si je suis claire, c'est peut-être une question impressionniste de fin d'après-midi à vendredi aussi. Mais il y a beaucoup d'agilité, d'incertain, ce modèle VUCA. Et en fait, c'est une fois que vous avez retrouvé vos marques, il y a de la routine, c'est les gestes, Mais c'est les gens avec lesquels on se repère, pouf, les corps, les trucs machin, et je sais pas. Et je sais pas si ça parle au professeur Anna, parce que tout d'un coup il apparaît à l'écran. Est-ce que c'est de la routine ou est-ce que c'est des protocoles pour éteindre un feu, on a des protocoles, on a des modes opérationnels. Quand on prend en charge un arrêt cardio-respiratoire, on a des protocoles thérapeutiques. Donc en fait, si vous considérez que des protocoles thérapeutiques, c'est de la routine, bon, effectivement, on est dans de la routine. Sauf qu'on sait adapter nos protocoles thérapeutiques ou opérationnels au feu du quotidien comme au méga-feu qu'on peut avoir en Australie, en Espagne, en Grèce ou sans doute bientôt en France. Voilà. Routine, c'est pas forcément négatif. Oui, mais c'est pour ça que c'est intéressant, parce que c'est pour ça que j'ai dit que je travaillais sur le changement, et parce qu'on va vouloir opposer la routine, la continuité dans le changement, etc. On aime bien utiliser plein de mots comme ça. Et, oui, mais routine, c'est routine au pluriel. Mais moi, je me pose vraiment la question au niveau organisationnel, donc des formes d'organisation. Est-ce que les routines organisationnelles, avec les références académiques qu'il peut y avoir derrière, c'est quelque chose qui peut être compatible ou une forme de réponse à ces événements de crise extrême et très incertain. Le niveau du high, alors je vais écorcher le high reliability. Fiabilité. Non, bon, ok. L'organisation, la troisième, et c'est ça, finalement, la routine. C'est-à-dire que toute cette phase préparatoire, protocolée, que ce soit dans le monde de la santé ou dans nos modes, je suppose la police, etc., finalement, nous prépare à la crise. Et le jour où la crise est là, il y a l'adaptabilité et l'agilité, mais en fait, je ne veux pas dire que la résilience est meilleure parce que la préparation, mais toutes nos formations nous conduisent à ça. Donc, effectivement, ce terme routine, c'est peut-être ça, cette représentation, mais elle est essentielle. Les intervenants de secours, les intervenantes de soins doivent avoir cette préparation. On ne peut pas attendre, quand on prend une victime en charge qui est arrêtée ou qui saigne de partout, se gratter la tête en se disant « Ouf, qu'est-ce que je vais lui faire ?» Non, ça doit être réflexe. Donc, si le terme routine, c'est derrière ça, oui, je pense que pour les services de secours, pour les intervenants, on a intérêt à être dans cette adaptation et cette agilité.
automaticité qui fait que quand il y a automaticité des actions, s'il y a un événement supplémentaire qui est imprévu, eh bien on peut se concentrer dessus parce que le reste est mécanique. Oui. Au niveau... Et donc, on voterait en faveur de la bureaucratie. Ah non. Justement, j'allais mettre un petit bémol au mot de la routine. Ah non, surtout pas. Peut-être que le colonel veut intervenir. Il peut parler, hein? Moi, j'avais une question après. Professor Hanna, over to you. Il essaie de parler depuis tout à l'heure, j'ai l'impression. Moi, je l'entends pas. Hein. Ça marche toujours pas? Professor Hanna, can you unmute your phone, please? No, I'm not even hearing you yet. Okay, you're on the phone. Elle l'entend. Go for it, I can hear you. I'm going to translate directly. Qu'est-ce qu'il a dit? La première victime de la guerre, c'est quoi? C'est quoi la première victime de la guerre? Je veux savoir. First of all, Ah, le plan. Après, si je Moi, peux... je suis navrée pour les soucis techniques. Je crois que c'est pas de mon côté. Mais lors des présentations des deux autres intervenants, mon discours était essentiellement académique et abordait le contexte organisationnel. Pour les deux autres présentateurs, ils ont vraiment mis en lumière le côté opérationnel du contexte extrême. Ce qui est ressorti pour moi, c'est d'avoir une préparation très délibérée, une formation importante, le besoin de protocoles standardisés. J'ai entendu la question concernant les routines et c'est quelque chose qui nous permet dans l'armée américaine de nous adapter rapidement puisque nous avons beaucoup de routines et ce que nous appelons les procédures d'opération standardisées. Donc la situation réelle sur le terrain ne correspond pas toujours à la procédure, mais ça vous donne un point de départ. Et ensuite, on peut ajuster et s'adapter au fur et à mesure. Un autre point qui est sorti des deux présentations, c'est également les émotions dans les contextes extrêmes. Et les leaders doivent comprendre et veiller à ces émotions dans des situations extrêmes. Également, les recherches montrent que dans des situations extrêmes, les personnes sont à la recherche de réponses. Souvent, il y a une confusion, il y a une peur, et ils ont besoin d'être rassurés et quelqu'un qui apporte un côté normal à la situation. Donc, le rôle du leader est démultiplié dans des contextes extrêmes. Les gens se retournent, comme on l'a dit, vers le chef. Et c'est pour ça que c'est tellement important pour les chefs de gérer leurs propres émotions. Et ils doivent également contrôler leurs propres émotions, parce que la peur, c'est contagieux. Dans le cadre d'opérations de combat, j'ai eu du personnel qui était dépassé par leurs émotions. Et leurs équipes, du coup, étaient également submergées par les émotions. Donc ça, c'est juste quelques points, mais je suis disponible pour vos questions. Alors,
Merci beaucoup Sally pour avoir trouvé ce système D qui a l'air de fonctionner pourtant. Donc je suppose qu'il y a des questions dans la salle. Voilà. Oui, une remarque et une question. Pour ce qui est de la routine, je pense qu'on peut tout à fait avoir une vision de routine opérationnelle et de procédure pour remplir la mission qui n'empêche pas d'être agile en organisation. Et c'est d'ailleurs ce qu'expliquait le professeur avec la période de AAR où on fait la review des opérations pour ensuite en tirer des conclusions sur l'organisation, si je ne me trompe pas. Enfin, c'est comme ça qu'on procède en général dans les armées et les services structurés. J'ai beaucoup apprécié dans ce qui a été dit aujourd'hui, effectivement la dimension humaine, mais aussi ce qu'a précisé le professeur sur l'importance de partager le leadership. Je pense qu'on ne peut pas partager la responsabilité. On peut la déléguer provisoirement, mais elle ne se partage pas. Par contre, le leadership, il faut le partager dans un contexte informationnel qui est de plus en plus vivant, qui précède quelquefois même les événements extrêmes. Et donc, il est essentiel qu'effectivement, on soit capable de faire preuve de leadership à tous les niveaux. Et ça m'amène à une question liée à la structuration que nous a proposée le professeur des organisations, à laquelle personnellement je souscris parce qu'elle nous aide vraiment beaucoup dans la réflexion conceptuelle. Ces professeurs, quelles leçons vous tirez une première leçon du conflit actuel en Ukraine, où dans le cadre d'une invasion d'un territoire national, eh bien, on est confronté en tant que leader à devoir faire fonctionner ensemble des organisations naïves comme des organisations trauma ou des organisations de type reliability. Oui, la situation en Ukraine est un exemple typique de différents types d'organisations qui doivent travailler ensemble pour réagir à une situation de crise. J'ai parlé tout à l'heure de la question des leaders qui sont chargés d'être suivis par l'ensemble de leur équipe. Ils disent ce qui doit être fait, ils disent ce qu'il faut faire, mais ne leur disent pas comment. Donner un contexte. Et c'est une délimitation avec l'armée russe. L'armée russe est extrêmement autoritaire, contrôle énormément à partir du haut de la hiérarchie, et les équipes sur le terrain n'ont absolument aucune capacité de décision déléguée. Et quand ils ne peuvent pas prendre de décision, ils sont incapables de s'adapter. Et c'est là qu'un grand nombre de généraux ukrainiens ont été tués par des tireurs d'élite parce qu'ils sont arrivés à l'avant pour contrôler les troupes et parce que les troupes n'étaient pas capables de décider par elles-mêmes. Pardon. Et ce sont du coup des généraux russes qui ont été tués par les équipes ukrainiennes. J'ai été en Allemagne, à la frontière entre l'ancienne Allemagne de l'Ouest et de l'Est à l'époque. Et on a commencé à faire des échanges et des visites partagées avec les équipes russes. Et je me souviens qu'un soir, j'ai discuté avec un général russe et je lui ai posé une question. Qu'est-ce qui vous effraie le plus dans les forces américaines en Europe? Et sa réponse a été la suivante. Vos sergents. C'est ce qui m'effraie le plus. Parce que dans l'armée américaine, ils ont le même niveau d'autorité qu'un colonel dans l'armée russe. Et les Russes savaient que cela rendait nos équipes, nos forces, beaucoup plus adaptables, capables de changer, de prendre en compte les niveaux VUCA et donc d'être beaucoup plus agiles que les forces russes. Et c'est ce que l'on constate aujourd'hui sur le terrain en Ukraine. Il y a un vrai déficit d'autorité, avec une ligne de commande beaucoup trop rigide, et donc un environnement autour qui est dynamique et trop poreux. Bien entendu, ça dépendra du type d'organisation. Donc, en Ukraine, on est beaucoup dans le contexte d'organisation action critique. Alors que si on était avec des organisations à haute fiabilité, il pourrait y avoir plus de réglementation, de structure, et on pourrait être dans un environnement beaucoup plus prévisible.
Mais quand il faut de l'adaptabilité, il faut donner de l'autonomie sur le terrain. C'est absolument vital. Merci. Merci beaucoup déjà à tous les trois. C'était très inspirant et très éclairant. Du coup, ça fait écho, je trouve aussi aux travaux de Déborah et autour des questions de management et de ce que vous évoquiez aussi tout à l'heure sur les questions de management. Moi, je suis dans la fonction publique territoriale, donc dans des structures très administratives, mais où on passe dans le management plus contemporain vers des formes plus horizontales, où on va rechercher cette horizontalité qui est très stimulée aussi par des nouvelles formes d'organisation, sociocratie, holocratie, etc. Et dans le même temps, on est aussi un petit peu face à ces crises. Alors j'en discutais aussi tout à l'heure. Est-ce qu'il faut les qualifier de crises ou d'événements majeurs extrêmes, ou finalement est-ce que ce ne sont pas que une succession d'événements importants qui, de fait, arrivent du fait de l'évolution contemporaine du numérique, etc., qui sont des changements effectivement majeurs, mais on n'en est pas au niveau des crises ou de cette classification que faisait le professeur Anna tout à l'heure, avec vraiment, il a démarré par sa définition de l'extrême, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, où je me suis dit, ah ouais, d'accord. Donc chez nous, en fait, quand on est dans l'administration, on a des agents qui tout de suite se disent gestion de crise, je sais pas faire, alors qu'en réalité, on n'est pas forcément encore dans des cas extrêmes. Je suis très inspirée par ce que vous avez dit tout à l'heure, madame, et puis également l'intervention de ce matin sur la différence entre le management et le commandement. Et peut-être aussi, j'observe de manière générale, vous l'avez dit tout à l'heure, quand il y a un problème, enfin, on vient vous chercher à plus de 80% pour du secours à la personne. Et enfin, je pense à mon entourage, on a comme premier réflexe, quand on a un problème, d'appeler les pompiers. Donc, est-ce qu'on se dit que l'uniforme, mais c'est ce qu'il y a derrière l'uniforme, ou que ce soit l'uniforme pompier ou militaire, c'est aussi cette fiabilité derrière, ou cette projection, ou cette représentation de la fiabilité qui est portée effectivement par les protocoles, le fonctionnement par protocole que vous mettez en place, et qu'on n'est pas super capable de faire dans le monde civil, entre guillemets, voire même on s'en éloigne vers les modèles organisationnels de co-construction, de management par la participation. Donc finalement, je me suis perdue dans mon discours. Il n'y a pas vraiment de questions, mais en tout cas, si, peut-être que la question c'était est-ce que effectivement les métiers militaires du secours organisés et finalement hiérarchisés ne sont pas beaucoup plus aujourd'hui sur le devant de la scène de la gestion de crise, mais aussi parce que le monde administratif classique, finalement, finit par s'en éloigner du fait de modèles organisationnels qui ont tendance à être plus horizontaux. Vos remarques, moi, elles appellent une remarque de ma part. On a parlé des aléas climatiques majeurs auxquels on allait être confronté, des risques épidémiques aussi, enfin donc des crises successives auxquelles on va devoir. La réflexion que je me fais, c'est que s'il y a bien quelque chose qu'il faudrait que le pouvoir politique appréhende, c'est la résilience de la population. L'apprentissage, donc tout ce qui est comportement qui sauve, rien que ça, hein, on est le plus mauvais en France. 30% des Français formés au comportement qui sauve, quand les pays nord-européens en sont à 80%. Donc même si le président Macron a donné ça comme objectif, on en est quand même encore très loin. Et au-delà des comportements qui sauvent de base, je pense qu'il va falloir qu'on s'attaque entre guillemets, à la problématique de la résilience, de la préparation de la population, puisque de toute façon, on y sera confronté. Alors, ça ne veut pas dire résilience, acceptation. Ça veut dire aussi anticipation, préparation. Qui a un kit de survie chez soi, entre guillemets? Qui sait qu'il faut avoir des piles pour la radio, s'il n'y a plus d'électricité comme en 1999, hein, etc., etc. Le groupe électrogène, pour éviter d'aller
piller les magasins de bricolage comme certains l'ont fait sur la tempête de 99. Donc il y a quand même, oui, je pense que ça va être un vrai sujet. Et quand on parle du citoyen, finalement, on parle de toutes les collectivités qui les supportent ou qui, voilà, et ça en fait partie. Je pense qu'il faut qu'il y ait cette conscience-là. Moi, dans ma commune, on a formé tous les agents déjà aux gestes de premier secours. Et on va upgrader progressivement. Je pense que sur les années à venir, ça va être un enjeu important. Si je peux compléter un petit peu par rapport aux routines, ça va avec, et tout ce qui est management un peu horizontaux. Effectivement, dans l'armée, on a ce côté vertical, pour le coup, qui est une prise de décision au-dessus de nous. Après, toute l'application en fait des protocoles, tout ça, est quand même non routinier dans le sens où on se joue, non, loin de là. On travaille avec de l'humain et donc chaque personne est complètement différente. Et donc l'application du protocole va être un peu adaptée au regard en fait du professionnel qui va prendre en charge le patient. Donc en fait, il y a un protocole qui est défini, qui va être adapté. Pour venir un peu au management un peu horizontal, ça va aller en fonction. Le protocole peut être adapté en fonction du retour justement du professionnel qui prend en charge un patient. Par exemple, dans le système de santé hospitalier, les protocoles sont faits et sont de manière quasi systématique réévalués et par des évaluations de pratiques professionnelles, des EPP ou des retours en fait d'expérience. Et donc dans ce cas-là, il y a vraiment une vraie analyse du protocole qui va aboutir après à un plan d'action de réorganisation de ce protocole ou de la procédure. Donc en fin de compte, c'est une forme aussi de participation des personnes du terrain, en fin de compte, dans ce système décisionnaire aussi et de mise en place de protocoles. Il semble qu'il y a une question dans la salle. Oui, je trouvais ça très intéressant et ça mériterait un débat avec cette histoire d'opposition entre horizontale et verticale. Et vraiment, je crois que le professeur appuiera, il faut absolument pas confondre les choses. Et comme disait l'amiral Hello, la verticalité, dire on a une vision des organisations militaires, mais il y a cette notion d'Auftrag qu'ont développé les Allemands, de liberté d'action, d'assumer la liberté d'action, ou de combat, de mission command, comme on dit aux États-Unis, qui est vraiment fondamental. Et encore une fois, on tombe dans le binaire en opposition horizontale et verticale. Et c'est absolument pas juste quand on regarde l'organisation efficace qui gère à la fois du court terme, de l'immédiat, du moyen terme et du long terme. Et donc je pense qu'il faut vraiment se garder de ça. Il y a un exemple qui est démonstratif, c'est les Israéliens qui ont la façon dont ils gèrent avec les délégations d'autorité et la liberté d'action qui est donnée aux soldats. Et je pense que la grande leçon des organisations résilientes, c'est d'avoir un cadre et d'être entraîné dans un cadre et d'avoir l'agilité, la souplesse de prendre en compte l'imprévu et la capacité à s'adapter. Et la grande leçon que peut passer le monde militaire au monde civil, c'est pour ça qu'on en a parlé sur l'histoire de la résilience qui s'anticipe et s'apprend, c'est que vous pouvez, you train, you fight as you train, comme on dit dans notre métier, c'est-à-dire vous pouvez aller, mais vous ne pouvez pas inventer au moment où vous êtes en crise un mode d'action que vous n'avez pas pratiqué. Ça ne marche jamais. Le réflexe en crise, c'est de revenir à du connu. Et tout. Et donc l'idée, c'est d'entraîner les gens à être dans des scénarios de crise. Et de ce côté-là, si on regarde la France par rapport à bien d'autres pays, nous sommes dans un état de préparation qui est absolument pas préventif, comme on dit, et tout. Et on a un chemin à faire. Donc je suis prêt tout est nuance et à vraiment vous engager à ne pas tomber dans la vision binaire coparticipative. La coparticipation et l'importance de la prise en compte de l'échelon, une chose qui était très intéressante, ce qui a été dit par le général sur la gendarmerie, le fait qu'on porte la responsabilité, chacun a une responsabilité, chacun est leader à son niveau, à la limite. Et le problème, d'ailleurs, souvent, c'est quand on pose sur le leadership, on ne peut pas réfléchir leadership, il faut réfléchir leadership et followers, enfin, tous les échelons. Chacun est là. Donc, c'est vraiment une vision qu'il faut vraiment voir les choses d'ensemble et se garder. Et il y a un biais culturel qui est là. Et chez nous, on est autant les Allemands délégués, et on doit d'ailleurs, malheureusement, c'est les Allemands qui nous ont fait la leçon, en 70,
et 14, c'était une leçon au départ de cette délégation et tout. Donc, trouver le bon compromis entre centralisation, et ça s'applique à toutes les organisations auxquelles aujourd'hui qui sont confrontées à ces problèmes-là, et on en voit les effets délétères partout. Je tenais à le dire, voilà. Mais je provoque quelque chose, pardon. Mais on va laisser le professeur Sana, je ne sais pas s'il est d'accord. En fait, c'est parce que il y a... il ne s'agit pas de faire un cours ou je ne sais pas quoi, mais en français, on utilise le mot d'organisation, mais en anglais, ils utilisent organisation et organizing. Et pour nous, en français, on utilise les deux mots. Et il faudrait qu'on parle de processus organisant à certains moments de notre discours. Et donc, il faudrait utiliser le participe présent que nous avons en français pour signifier ce que nos collègues anglo-saxons, quand Karl Weick, etc., ils parlent d'organizing. C'est du processus organisant. Et l'organisation en tant qu'entité, et cette entité, elle se définit comme une structure. Est-ce qu'elle est figée, elle n'est pas figée, elle est ouverte, elle est fermée, on étudie sa frontière, on étudie ses formes, elle est mouvante, on peut passer sa vie, j'en suis témoin, enfin j'en suis la preuve vivante, on peut passer sa vie à étudier les organisations, c'est juste passionnant. On peut les définir de plein de façons différentes, mais les processus organisants, on a juste ce biais en français, donc là je vous rejoins en général, c'est vrai, c'est culturel, c'est la langue. C'est que on utilise le mot organisation et il faudrait trouver un autre mot pour le français. Mais je suis d'accord avec vous. Mais du coup, on sort du vertical. Quand on est dans des processus et dans la façon dont on s'organise, on parle pas de la même chose que quand on parle de l'organisation dans sa forme, qui peut avoir différentes formes. Et bien entendu, ça cohabite. Et en plus, c'est habité par des humains et des non-humains, des objets. Oui, non, mais il y a plein de théories, il y a les actants, tout ça, ça interagit. On est agi par l'organisation, on l'agit. Enfin voilà, c'est. Merci beaucoup, parce qu'effectivement, plusieurs éléments. Effectivement, donc du coup, je pense que ça ouvre beaucoup de discussions. C'est ce que je veux faire justement, et passer la main du coup au professeur Anne. Oui, ce sont vraiment des commentaires extrêmement intéressants. Cette idée d'un mélange entre un leadership partagé et une hiérarchie, c'est typique d'une réaction nécessaire en situation de crise. Ça rappelle le travail de Carol Dweck sur les organisations, sur une organisation qui serait capable d'une réaction d'adaptation en situation de crise et d'être extrêmement souple. Je n'ai malheureusement pas le temps aujourd'hui de creuser sur ce que l'armée américaine réalise, mais ce serait intéressant peut-être pour vous de regarder sur Google pour savoir ce que c'est qu'on appelle la Mission Command dans l'armée américaine. C'est la manière dont nous organisons notre chaîne de commandement avec un contrôle vertical, tout en donnant le contexte, mais sans être trop contraignant pour laisser une capacité à chaque individu de s'adapter et d'évaluer le niveau de risque. Donc, chacun doit comprendre le niveau de risque qui est possible et quelles sont les limites. Tout le monde connaît les limites de l'autorité et de l'adaptabilité. Donc, il faut vraiment fournir avant tout une vision de l'objectif à atteindre. Et si on consulte par exemple les documentations de référence de l'armée américaine, qui sont disponibles, vous pouvez regarder sur Internet, Mission Command, et vous trouverez beaucoup de références à ce mélange hybride, ce panachage entre contraintes et structure hiérarchique. Entre contraintes de structure hiérarchique et liberté d'action.
Ouais, bien, merci beaucoup pour la réponse du professeur Anna. Il me semble qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais peut-être juste une petite remarque de Marie-Noël qui va arriver juste après. Mais peut-être un autre sujet qui n'a pas été beaucoup abordé, mais qui était au cœur même de la présentation, je pense, du professeur Anna, c'est la question de la temporalité de la crise. On a bien vu 3 phases temporelles de la crise, chacune demandant un certain ensemble de capacités. Mais peut-être une des questions que je voudrais peut-être soulever, c'est dans ce nouveau monde, justement, peut-être VUCA, qu'on peut qualifier de VUCA, où on a une succession de crises. Finalement, est-ce que ces frontières temporelles telles qu'elles sont définies, avec les capacités qui sont associées, est-ce qu'elles ne sont pas en train de se brouiller? Est-ce qu'on n'est pas au-delà? Est-ce que ce serait vraiment intéressant aujourd'hui de parler d'un amont, d'un pendant et après, alors que ces frontières-là sont elles-mêmes en train de se brouiller et peut-être penser, voire même se superposer, ces différentes phases temporelles. Une réflexion très large. Non, pour le coup, au niveau hospitalier, c'est clair que c'est... En fait, quand le professeur Anna parlait tout à l'heure, je voyais plusieurs petits événements en fait dans cet événement effectivement majeur. Là, on est encore pour nous hospitaliers, on est encore in situ, j'ai envie de dire. On commence à sortir un petit peu de la crise, on commence à tirer un bilan et à réorganiser un peu les choses, mais effectivement, on reste encore dedans et on n'en est pas encore sorti complètement. Donc oui, les frontières se brouillent un petit peu. Maintenant, je pense que à moyen terme et à long terme, il faudra quand même respecter réanalyser un peu les phases. Mais je pense que il y aura cette phase d'analyse et de plan d'action qui sera a posteriori. Mais en tout cas, on n'y est pas encore. Ou alors, on commence seulement à en faire un bilan seul. Alors, il me semble qu'il est temps de passer à la. Ah, il y a une question. Pardon. Oui. Ah, voilà. Pardon. Merci. Merci. Moi, c'est une question par rapport à la présentation du professeur Anna sur les 3 séquences préparation, in situ et puis post-event. La période qui paraît très importante, c'est la période de préparation. Donc, si j'ai bien compris les échanges, finalement, la question de ce qui se passe in situ, c'est un assemblage de capacités, de compétences, de ressources qu'on a préparées, avec lequel on arrive dans la situation extrême. Donc, et là, on décide quel sens on va donner. Donc, ma question, elle porte surtout sur la question du sens et sense-making qui intervient simplement in situ. Et quand j'ai regardé la diapo tout à l'heure qui était présentée par le professeur Anna, je vois que les termes utilisés dans la phase de préparation sont relativement techniques pour dire quel est le rôle du leader. Et il doit construire des ressources psychologiques, techniques. Voilà. Donc il y a tout un travail d'organisation et de rassembler des ressources de toute nature. Alors moi, je me pose la question de l'engagement, parce qu'au niveau du management opérationnel, comment est-ce qu'on peut engager des équipes dans un travail dont on ne connaît pas vraiment la durée, parce qu'on ne sait pas quand la crise extrême va arriver, donc avec un entraînement qui peut s'avérer quand même difficile, ardu, et puis et comment cet engagement va être possible sans qu'on connaisse vraiment le sens, parce que ça vient un petit peu contredire ce qu'on apprend à nos étudiants dans les cours de management, où on dit d'abord on commence par le sens, et à ce moment-là les gens vont se mobiliser, et là le sens il vient après finalement dans les situations extrêmes. Donc, c'est quoi le secret ? Oui, c'est une question extrêmement complexe. Et c'est de loin le... Non, on n'entend plus. Nous avons cette expression dans l'armée, c'est go fast. Donc, il faut prendre le temps de se préparer avant, et ça nous permet d'être plus efficace et plus rapide lors de l'action. Donc,
nous passons beaucoup de temps à faire ce qu'on appelle du red teaming. Donc, c'est notre planification d'urgence. Donc, réfléchir à ce qui pourrait se passer. Quelles sont les urgences auxquelles nous devrons faire face. Et donc, préparer un plan pour chaque scénario. Ce que nous devons faire, c'est de créer cette routine extrême. Et la seule façon de le faire, c'est de faire de la formation aux situations extrêmes. Lors de ma carrière, j'ai connu plus de soldats qui ont été blessés pendant la formation qu'en combat réel. Parce que les situations de la formation sont tellement réalistes. L'un des termes que nous utilisons, c'est l'inoculation du stress. Et ce qu'on veut faire lors de la formation, c'est d'inoculer les soldats par rapport au stress. C'est-à-dire et de cette façon, lorsqu'ils seront dans une situation de combat, ils seront habitués à ce stress. On va, par exemple, avoir des faux soldats qui ont perdu une jambe pour que nos hommes soient habitués à voir ce type de trauma, ces situations qu'ils pourraient rencontrer dans le combat. Mais le fait de donner du sens, c'est basé sur le cadre que nous avons établi au préalable. Donc c'est là où on voit la vigilance. L'organisation doit passer du temps et mettre les moyens pour la formation et doit se préparer de façon sérieuse. Bon bien, merci beaucoup. Je pense que je vais... Moi, je voudrais dire deux choses. Oui, je voudrais dire deux. je suis bavarde. J'étais en train de dire à mon collègue, effectivement, dans ce que disait le professeur Anna sur inoculer, je n'avais pas pensé à inoculer le stress, mais finalement, on se rend compte dans nos entraînements interministériels zonaux que finalement, on inocule le stress quand on fait de la gestion interservice de crise. On se met en situation de gestion d'un événement, d'un attentat, etc., avec le préfet qui vous fout la pression en disant « j'avais des chiffres, le médecin du SAMU qui raconte n'importe quoi, enfin, etc. » Donc finalement, on arrive à mettre en interservice tous les différents intervenants et on les met en scène pour justement être réactifs et cadrés le jour où la crise apparaît. Alors, on fait ça sur des exercices, des entraînements zonaux. Ça nous met pas forcément en situation de tout, mais du coup, ça nous prépare à cette gymnastique d'intégration de stress et de réaction. C'est-à-dire, oui, quand le préfet il râle très fort, oui, il va falloir lui porter une réponse, mais on va pas lui donner n'importe quoi comme chiffre. Donc, on apprend effectivement à gérer la ressource et peut-être aussi les outils pour fournir au bon moment ce qu'il faut. La notion de sens, je ne sais pas si c'était celle-ci que vous attendiez en réponse. Moi, je pensais donner du sens en termes de noblesse du sens. Est-ce que c'était ça votre question? Parce que oui, on se prépare techniquement. Qu'est-ce qui peut motiver les gens, les militaires ou les pompiers, pour conserver cet engagement et cette abnégation? Je pense que c'est tout simplement les valeurs qui nous réunissent. Je vais paraître peut-être très commune, mais ces valeurs républicaines de défense du pays, de défense du citoyen. Je pense de porter secours, le don de soi. Je pense que dans nos corps, que ça soit militaire comme pompier, c'est quelque chose qui nous mobilise beaucoup. On rentre pas chez les pompiers, je pense qu'on n'est pas militaire non plus par hasard. Et je pense que ces valeurs républicaines sont l'essence de ce qui nous y amène. Voilà. Et l'intérêt de l'autre, le porter secours, tout ça, ça nous mobilise. Et on sait que derrière tout ça, il y a de l'entraînement, il y a de la formation, il y a de la préparation incessante. La crise nous a appris qu'il fallait qu'on aille plus loin dans la préparation et qu'il fallait qu'on fasse adhérer l'ensemble des structures
pour se préparer aussi, parce qu'ils ne sont pas prêts. Eh bien, merci beaucoup pour ces interventions, pour cette table ronde qui est extrêmement riche malgré le mode dégradé de fonctionnement, mais qui, j'espère, a quand même été enrichissante et intellectuellement pour nos participants et nos intervenants.